Bonjour à tous. Donc, je serai votre guide cet après-midi sur la dernière ligne droite sur les différentes sessions. Donc, on va commencer tout de suite par notre conférence invitée, donc, qui sera donnée par Jean-Renaud de Massé, qui est Innovation Manager chez Oraneo. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous, il sera en visioconférence. Vous nous entendez bien ? Oui, impeccable. Donc, bonjour à tous. Oui, je suis désolé, mais bon, il y avait un cas de force majeure. Donc, moi, je ne me vois pas sur la caméra, mais bon, je vois mes slides. Donc, voilà. Donc, moi, je travaille dans le groupe Orano depuis presque une quinzaine d'années. Et donc, je travaillais à la R&D. Maintenant, je travaille à l'innovation. Et en fait, j'avais créé une feuille de route qui s'appelait les capteurs intelligents et qui est devenue un programme pour aller vers l'industrie 4.0. Donc, voilà, alors comment j'ai organisé un petit peu ce que je veux vous partager aujourd'hui. Donc, vous présenter un petit peu ce que c'est Orano et pour que vous compreniez au niveau des procédés, au niveau de ce qu'on fait, un petit peu le spectre de ce qu'on fait. Ensuite, comment nous on s'est organisé au niveau de l'innovation, comment on a structuré notre démarche. Et puis après, je vous ai fait, parce qu'on m'a posé la question, c'est quoi l'impact du digital sur le procédé ? Je vous ai mis un panel de cas d'usage. Des choses très simples à des choses très compliquées, et puis aussi avec ce qu'on fait avec l'école des mines de Saint-Étienne, et puis après une synthèse, et puis des questions-réponses. Alors, je pense que je ne vous vois pas à la salle, mais si par rapport au cas d'usage, vous voulez poser des questions, comme il y a des choses très différentes, si quelqu'un peut me dire, et puis vous pouvez poser des questions au fur et à mesure sur les cas, je pense que ce sera peut-être plus simple. Alors, Orano s'occupe du combustible des centrales nucléaires. Donc, si vous voulez une centrale, il faut des combustibles, il faut du fuel pour que ça fonctionne. Donc, nous, on a plusieurs divisions. Donc, on a plusieurs usines. Donc, on part de l'extraction du minerai. Donc, on a des mines dans le monde entier. Donc, on a des mines au Niger, au Canada et au Kazakhstan. Et donc là, on va faire de l'extraction de minerais, et après, on le traite sur place pour faire ce qu'on appelle du yellow cake. Après, cette poudre jaune du 3 au 8, on va la faire acheminer sur nos différentes usines, dont une qui est au centre de Malvézy, qui est la première étape de conversion. Donc là, on va faire de la fluoridation, c'est-à-dire qu'on va ajouter du fluor. Et donc ça, c'est des procédés. Donc là, on va générer une poudre verte. Je vais vous montrer, on a un cas d'usage où on fait le traitement d'image, donc justement l'apport du digital pour la qualité. Après, une fois qu'on a réussi à faire cette poudre verte en UF4, on va sur le site du Tricastin, où là, on va faire de l'enrichissement, c'est-à-dire qu'on va essayer de trier l'uranium en fonction de ces isotopes et de l'enrichir en fonction de ce que nous demandent nos clients. Une fois que c'est parti, il y a des combustibles qui sont fabriqués, c'est utilisé dans les centrales nucléaires, donc ils vont être utilisés, consommés. Après un certain temps, donc de plusieurs cycles, EDF par exemple, ils ont des interventions tous les 18 mois sur les centrales. Ils retirent, on gère un assemblage, donc c'est des grands tubes avec des pastilles qui sont assez grands, il y en a beaucoup. Et quand c'est fini, ces emballages, ils sont sortis, ils sont transportés par nous, donc d'où l'ingénierie de transport aussi. Vous voyez emballage et services nucléaires à droite, ce que vous voyez en vert, c'est aussi nos divisions. Donc, vous voyez l'extraction, la conversion, l'enrichissement. Après, une fois qu'on les a, on les reçoit, on les stocke dans les piscines à lag pendant 3 à 5 ans, et après, on les traite pour les recycler et pour recycler les matières qu'on peut exploiter, autrement en faire des déchets. Et donc, pour accompagner toutes ces BU, on a une ingénierie, c'est-à-dire qui va faire une ingénierie, on travaille avec le CEA pour les procédés, mais une ingénierie pour faire tout ce qui est spécifique avec le monde du nucléaire, parce que plus on va vers le recyclage, plus on travaille avec des doses importantes, plus on travaille avec des spécificités qui sont propres. Et puis, il y a aussi, on a une division, donc une fois qu'on a fini, qu'on vous donne l'installation, c'est tout ce qui est démantèlement à service. Donc, on a toute une division qui s'occupe de ça. Alors, le groupe Orano, des fois, on n'est pas assez, on ne fait pas beaucoup de pub sur ce qu'on fait. Donc, on a un gros budget de R&D et d'innovation. On fait 110 millions d'euros d'investissement tous les ans. Et puis,
on a des choses où on travaille. Donc, on travaille aussi sur le nucléaire de demain. Donc, c'est tout ce qui est petit réacteur, donc soit classique, soit sel fondu. Donc, aujourd'hui, si vous voulez voir, il y a une très grande dynamique parce qu'avec la crise énergétique, le nucléaire est quand même un des moyens de produire de l'électricité décarbonée. Alors qu'il n'est pas parfait puisqu'on produit des chaînes, mais quand même c'est une des solutions possibles pour la transition énergétique et produire le moins de CO2. Donc on travaille aussi, c'est la nouvelle génération de nucléaire, donc sur des petits réacteurs, où là on va avoir des réacteurs à sel fondu, donc des choses très différentes que par rapport à ce qu'on existe aujourd'hui sur le parc. On se diversifie aussi. On a lancé un gros projet aujourd'hui pour valoriser les technologies qu'on maîtrise de chimie dans nos usines. On l'a appliqué au recyclage. Donc là, c'est des procédés hydrométallurgiques où là, on va essayer de prendre les batteries, recycler et réextraire les matériaux pour pouvoir les régénérer. Donc là, c'est tout un partenariat avec Saft, avec Paprec et puis le CEA Liten, où là, on développe un procédé. On a aussi une division qu'on a montée qui s'appelle Oranomed. Alors, par exemple, ça, c'est la valorisation de nos déchets. On a des fûts de thorium avec du plomb 212. On est capable de faire l'alpha-thérapie. On est capable, sur une cellule, de lui injecter ce plomb 212 qui a une durée de vie très, très courte, et avec un vecteur qui va directement donc on l'injecte au patient et qui va directement sur la cellule cancérigène et qui la détruit, parce que le rayonnement alpha, c'est vraiment une petite rayon très local, mais ça tue la cellule, c'est très sélectif. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des patients qui sont en essai clinique avec cette technologie-là. Donc ça, c'est pour montrer que tout ce que je vous parlais, c'est tout ce qui est nos sites industriels, mais sachez aussi que chez Orano, on a toutes ces activités que les gens ne connaissent pas obligatoirement. Alors, nous, pour innovation, comment on fait? Parce qu'en fait, il y a des nouvelles technologies digitales. Comment on fait un peu pour les déployer dans nos sites et que ça réponde à nos besoins, à nos cas d'usage? Alors là, il y a plusieurs dimensions qui sont importantes. Alors, il y a le facteur humain. Je sais que ce matin, on parlait des facteurs humains un peu, mais c'est très important parce qu'en fait, on en reparlera à la fin aussi, c'est que vous pouvez avoir la meilleure technologie du monde, mais si il y a des gens des craintes, ils vont tout faire pour ne pas l'utiliser. Par exemple, on a parlé beaucoup de réseaux de neurones, de techniques d'intelligence artificielle. Il faut savoir que chez nous, il y a des gens qui ont la peur de perdre leur travail. Et en plus, je veux dire, par exemple, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais par exemple, ChatGPT, aujourd'hui, on me pose plein de questions en disant, mais qu'est-ce que ça va, quel est mon impact et tout ça. Donc, l'aspect humain est très important. Après, il y a l'aspect technologique, donc ça, je vais revenir comment on fait. Et puis, il y a aussi l'innovation business, c'est qu'à chaque fois, dès qu'on, comme les batteries, on a une nouvelle technologie, comment on peut l'exploiter, comment on peut aller vers d'autres activités. Donc ça, c'est nos piliers. Donc là, je vais passer sur le pilier qui va nous intéresser. Alors, on a un site où on partage beaucoup de choses, donc vous pouvez vous rendre sur notre site et taper. Donc, vous allez voir, il y a tous les cas d'usage, alors ceux qu'on peut partager, parce que ça, j'ai une difficulté aussi souvent, c'est que, par exemple, les procédés que je veux vous présenter, il y a des procédés qui sont très confidentiels, donc on partage ce qu'on peut partager comme information, mais vous voyez un petit peu par rapport à la technologie ce qu'on a mis en place. Alors, quand j'ai écrit ce programme de capteur intelligent, on l'a déjà structuré autour de l'usine, l'usine, les mines, les chantiers connectés. Donc ça, c'était le centre, c'est-à-dire comment cette technologie digitale ou toutes ces autres technologies, là, vous allez voir, on en a sélectionné une dizaine, comment elles allaient un peu révolutionner ma façon de travailler et comment je vais pouvoir, en fonction des cas d'usage, les exploiter. Après, avec une composante logistique et transport, parce que vous avez vu que dans le nucléaire, transporter des matières, les combustibles usés, ou après tout ce qu'on fait, les déchets et toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui est très spécifique. Après, il y a ce qu'on avait appelé à l'époque opérateur augmenté. Donc, c'est quelles sont les technologies, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, réduire le temps métal, améliorer la sécurité de mes opérateurs.
Après, l'ingénierie, qui fait un peu le continuum un peu entre tout ça. Donc là, sur l'opérateur augmenté, par exemple, je ne vais pas vous en présenter, mais ce matin, j'ai vu qu'il y avait une personne qui parlait d'Yotasoft. Quand Yotasoft était une start-up du CEA, un des sujets qu'on a développé ensemble, c'est un logiciel qui permet, tel que construit, tel que conçu, c'est vous faites une vidéo sur l'objet et vous superposez le modèle 3D, comme ça vous voyez s'il est conforme. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, mais là, je n'en parlerai pas. Et puis, on a aussi un sujet qui nous est propre, qui est la gestion proactive des déchets, tout ce qui est démantèlement. Alors, pour arriver à tout ça, on avait listé une dizaine de technologies clés, qui allaient du capteur, l'instrumentation, caractérisation, les réseaux de communication, l'analyse de données, la modélisation, simulation, 3D+. Alors, jeu mot numérique, moi, j'aime pas trop ce terme-là parce que on peut lui faire dire un peu tout et n'importe quoi, mais on en reparlera après. Après, il y a tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ce qui est cobotique, nouveaux matériaux et fabrication additive. Donc, un peu les sujets qui ont été un peu présentés ce matin par les différents intervenants. Alors, quand on m'a demandé c'est quoi les procédés, alors je pense qu'il faut revenir, ça a été dit un petit peu aussi ce matin, un peu sur les basiques. Quand vous avez un procédé, ce qu'on attend du procédé, c'est qu'il consomme le moins, qu'il utilise le mieux la matière première pour faire le produit de meilleure qualité et limiter les rejets. Donc ça, c'est le basique, sachant que la difficulté qu'on a dans toutes nos usines, c'est que souvent, il y a des gens qui voient juste localement l'intérêt par rapport à des contraintes, mais il y a des impacts sur les autres. Et c'est un enchaînement donc de data flow, c'est un enchaînement de procédés. Et la grosse difficulté, c'est souvent quand vous avez beaucoup de paramètres, c'est de voir. Donc c'est l'optimisation de multi-critères, multi-paramètres, mais c'est des fois très difficile de pouvoir le gérer. Et une fois que vous avez mis en place votre procédé, il faut le piloter. Donc vous regardez ce que vous voulez obtenir et ce qu'on obtient, et il faut donner des consignes. Et donc là, on va parler de tout ce qui est ANC. Alors le digital, tout ce qui est le génie des procédés, ce qu'on voudrait dans le digital, c'est quelque part détection le plus de choses automatiquement, une aide à la décision, d'optimiser pour réduire au maximum. Donc, pour un site de production, ça améliore le rendement. Aussi, une chose qui est très importante pour nous, c'est que tous nos outils de production soient disponibles, c'est-à-dire que on veut ne pas subir des arrêts, parce que ça dérègle complètement toute une stratégie de production. Et puis aussi, sur les ressources, c'est optimiser au maximum, consommer le moins et puis générer le moins de déchets. Et puis surtout aussi, comme nous on travaille dans des conditions qui sont des fois irradiantes, comme dans le cycle que je vous ai présenté au départ, quand on démarre avec le minerai, il n'y a pas trop de radiation. Par contre, à la fin, quand on recycle les combustibles usés, on dit ça crache. Donc là, il faut aussi donner des moyens de travailler à distance et se prendre le moins de doses possible. Donc tout ça, l'humain reste au centre de ça, et c'est de l'aide à la décision. Donc là, je vous ai listé différents cas d'usage pour vous montrer dans un groupe. Donc nous, on est 16 000 personnes et on est, comme vous avez vu, il y a des sites principaux, mais comment on l'utilise et comment avec des choses plus ou moins complexes. Alors, la première chose, c'est les capteurs, parce que donc moi j'appelle ça capteur intelligent. Je pense que souvent on sous-estime la capacité qu'on peut traiter avec les capteurs. Et moi, l'IA, j'en fais depuis toujours, mais avant de plonger directement par des choses un petit peu complexes, il faut partir sur les fondamentaux. Si je peux ajouter un capteur, si je peux traiter le capteur peut me faciliter le besoin que il faut que je mette en place. Alors, ce que j'appelle capteur intelligent, donc on avait écrit avec un de mes collègues il y a déjà pas mal de temps dans la technique de l'ingénieur, on avait essayé d'expliquer ce que c'était, c'est de dire, c'est un transduceur, donc il y a toujours comment l'effet physique, comment je vais le traduire. Après, je vais convertir, donc je vais faire de l'échantillonnage, je vais faire un codage, et puis sur cette information, là je bénéficie de toute l'électronique, donc de filtres, de traitement, de calibration, de tous ces sujets-là.
Donc, je vais pouvoir améliorer mon signal. Par exemple, ce que je vous ai montré, c'est qu'on avait testé au départ, parce que dans le nucléaire, on est assez conservateur, et les gens me disent, moi, je veux que des capteurs analogiques, je veux pas de numérique, parce que ça va apporter plus de difficultés. On leur avait montré que, non, avec du numérique, on avait des meilleures mesures. Donc ça, c'était déjà un premier point pour démystifier un peu la crainte du numérique. Et l'avantage des capteurs numériques, c'est que tout ça, pourquoi ? Parce que c'est toujours pareil, c'est la loi de Moore. Vous pouvez insérer un processeur au niveau de votre capteur, un microcontrôleur, ça vaut moins $1, et ça vous ouvre pas mal de possibilités, du traitement local, des fonctions d'autodiagnostic et des moyens de communication. Parce que c'est toujours pareil, si le capteur est capable de s'autodiagnostiquer, comment je peux en tirer profit ? Alors, bien sûr, avec toutes ces choses-là, il faut que le système de contrôle-commande soit adapté et puisse supporter cette digitalisation-là. Et il y a un prix à payer. Par exemple, quand vous avez un capteur digital, quelle configuration il a, quels sont ses paramètres. Donc, ça veut dire que là, ce que je vous ai mis chez nous, on a l'asset management system. Donc, ça, on a rajouté un élément dans la chaîne qui est un peu dédié à ça, qui va pouvoir interroger les capteurs, gérer leur configuration, les traiter. Alors, l'avantage, c'est que nous, on a poussé, donc ça, par exemple, c'est une illustration qu'on a fait sur une de nos nouvelles unités à La Hague. On a des procédés donc chimiques et mécaniques. Et si vous avez de la chimie, souvent, ce que vous allez faire, vous allez réguler, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des consignes à passer, vous allez réguler votre process par des vannes. Et ces vannes, il y a un positionneur qui vous aide à faire la régulation. Donc, soit vous avez des positionneurs analogiques ou soit des positionneurs numériques. Donc là, on a travaillé avec notre fournisseur, on a coopéré pour développer ces positionneurs-là. Et l'avantage, c'est que comme justement sur ces positionneurs, il y a un processeur, on peut les interroger, il peut nous dire combien de fois il a été utilisé, si il est dans les gammes d'utilisation normale, et au lieu de faire une maintenance à l'aveugle, on va dire, voilà, sur mes vannes, je sais qu'il y en a une qui a été sollicitée plus que les autres, et je vais savoir pouvoir l'interroger, et donc je vais pouvoir maintenir que celles qui sont les plus utilisées. En plus, je vais pouvoir historiser ce qui se passe, je vais pouvoir voir des dérives, donc voir comment le vieillissement impacte. En plus, sur ces vannes-là, comme il y a de la configuration, il y a du calibrage, du numérique, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et une fois que vous l'avez fait, vous le repliquez sur toutes les vannes, donc vous êtes beaucoup plus homogène. Donc au final, vous pouvez générer des alertes. Alors là, c'est pareil. A fallu qu'on change le système de contrôle-commande. Là, ce matin, modèle SIM, généralement, les gens qui ont pensé cette approche-là, c'était des points analogiques et vous remontiez l'information. Et là, il faut bidirectionnel. Donc, par exemple, sur le 420 mA, on a rajouté là, je dirais le plus basique, c'est du HART, mais vous pouvez interroger à distance. Donc, vous avez une signature et vous pouvez l'exploiter en poste de commande, au pilotage. Donc ça, par exemple, c'est des choses basiques, mais on l'a mis au point, ça nous a mis du temps pour pouvoir le mettre donc, dans notre nouvelle usine. Parce que, oui, je dis toujours ça aussi, c'est que les nouvelles technologies, on ne part jamais d'une feuille blanche. Donc là, c'était une opportunité, on avait une nouvelle ligne de production, donc on a pu faire modifier. Mais par exemple, sur les autres lignes de production de La Hague, le système de contrôle de commande, il est tel qu'il est. Alors, sur cette approche-là, on a poussé un peu le bouchon un peu loin parce que on a voulu démontrer aussi, donc sur ce contrôle-commande, comme j'avais des capteurs intelligents, il y a le processeur qui, comme je vous l'ai expliqué, qui peut faire de l'autodiagnostic, mais je peux aussi utiliser les capacités de communication avec les autres capteurs sur la boucle de régulation. Donc là, ça, c'est une maquette qu'on a sur un centre qui est à côté de La Hague. C'est une maquette on fait de l'extraction liquide-liquide avec une pulse. Et donc, on fait de la mesure du niveau. En fait, vous voulez savoir où est la mesure de niveau. Et donc là, c'est la mesure de niveau par delta P et de densité. Donc là, vous voyez, vous avez une fonction de transfert qui est assez basique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé donc, les capacités de débitmètre de chez Emerson. On a utilisé
un bus de terrain qui s'appelle Fieldbus Foundation avec un système de Delta V. Donc, vous avez des moyens de communication entre les capteurs, ça s'appelle H1, et dans ces capteurs, vous avez des préconfigurations, ce que vous voyez ici, là, vous avez des préconfigurations de fonctions et vous pouvez relier ces fonctions-là, donc mettre l'équation que vous voulez et les faire communiquer, ce qui fait que, par exemple, sur cette maquette, le premier débitmètre, il ne devient plus débitmètre, mais il affiche la mesure de niveau et de densité qu'on voulait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le field control system, tout ce qu'on appelle le edge. C'est en fait, si vous voulez décharger des étages au-dessus et que ce ne soit pas les étages au-dessus qui fassent l'algorithme, vous pouvez le faire au niveau de vos capteurs. Et à la rigueur, sur cette boucle-là, on pouvait se passer de PLC. On n'a plus besoin d'automate. On pouvait faire toute la boucle. Donc, ça a aussi un avantage, c'est que si vous avez des problèmes, des ruptures, vous pouvez aussi, votre boucle, elle peut continuer à travailler ou elle peut se mettre en mode repli. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on a développées, qu'on a montrées. C'était pour montrer à l'exploitant jusqu'où on pouvait aller sur ce type de capteur et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et on l'a fait marcher. Et, on a fait marcher la boucle de façon traditionnelle et avec ces nouveaux processus pour bien montrer qu'il n'y avait pas de différence et qu'on pouvait faire la même chose. Donc là, c'est l'impact du digital complet, quoi, hein. C'est un petit microcontrôleur au niveau des capteurs et des moyens de communication avec des bus de terrain qui sont adaptés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant que je partage. Alors, pareil, dans les capteurs, comme je vous l'ai dit, souvent on a des procédés ou des machines qui ont été conçues et il n'y avait pas toutes les nouvelles technologies. Et il y a des nouveaux types de capteurs qui sont dits intelligents, qui sont beaucoup plus compliqués que pression, température ou ce qu'on connaît. Et par exemple, ça, c'est des capteurs de vibratoire. C'est-à-dire qu'on est capable d'embarquer une technologie, de pouvoir analyser les vibrations. Donc là, ça aussi, pour les déployer, quand on n'a pas de possibilité de les connecter en filaire, il faut des réseaux de communication sans fil. Donc là, on va parler d'IoT, hein, donc d'Internet of Things, c'est-à-dire que ces petits capteurs que vous voyez là, ils ont leur capacité de traitement et ils sont capables aussi d'envoyer à une gateway, donc à un point de collecte sans fil, leur information. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on déploie. Donc souvent, quand on me dit, j'ai un équipement un peu vital, je voudrais connaître son taux de défaillance, on regarde les données, l'historique et tout, mais d'abord, on regarde aussi si un capteur peut aussi répondre aux problèmes. Alors, ça, c'est ce qu'on fait sur des pompes, des machines tournantes. De toute façon, je reviendrai sur cette application-là, mais on a aussi des décanteuses pendulaires où on fait tourner de la matière et on veut savoir si les arbres ne se désalignent pas. Et ben ça, c'est typiquement l'ajout de ces capteurs-là résout. Alors, on a testé plusieurs, on travaille avec une société de Toulousaine, Assystem, sur ces choses-là. Donc là, c'est genre pareil, quand vous avez une onde, vous regardez la phase, les pics, et puis vous regardez les spectres. Et en fait, vous voyez en fonction des pics, des spectres, vous êtes capable de remonter mécaniquement si c'est un roulement, si c'est un désalignement. Alors ça demande du métier, c'est pas toujours facile, mais on a une expertise. Donc ça, c'est pour faire du monitoring, c'est-à-dire qu'on met ça sur nos équipements et on les configure et ça nous montre les alertes ou les pics et après on est capable de collecter l'information pour les traiter. Et puis quand il y a des alertes assez fortes, on vient soit récupérer les spectres bruts parce qu'avec l'IoT sans fil, on ne peut pas transmettre tous les spectres, mais on transmet juste les informations nécessaires. Et là, on fait du diagnostic plus poussé s'il y a besoin. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place et il faut savoir qu'un point comme ça où il y a quand même beaucoup d'intelligence, ça vaut 1 000 €, quoi. Donc c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose d'assez mature. Nous, on a déployé un réseau LoRa à peu près sur chaque site. Donc une fois que vous avez déjà une gateway, alors en plus on a j'ai vu ce matin dans les slides, nous
pour s'affranchir tous les problèmes de protocole, on a fait développer une gateway avec de l'OPCUA, ce qui fait que le poste de centrale commande, lui, il voit ça comme un flux d'information. Il ne sait pas que l'information qui lui vient de que ce soit du sans fil ou pas pour lui. Donc l'intégration dans le SI industriel se fait en douceur parce que c'est un choix qu'on a fait il y a 10 ans et on travaille avec nos partenaires. Donc on a notre réseau IoT qui est disponible et on va pouvoir faire collecter de la donnée. Parce qu'on verra après, là je monte graduellement un petit peu sur le type de problème et les procédés qu'on va illustrer. Il faut de la donnée. Donc ça, c'est une manière aussi d'enrichir la donnée en historique et de pouvoir collecter des informations dans le temps, ce qu'on appelle les time series, et après d'avoir un historique et pouvoir réagir. Donc tout ça, c'est mis en place chez nous. On l'a sur différents types d'équipements, sur différents sites, différents types de pompes. Que ce soit, on regarde pour des pompes pour des sites miniers, pour des pompes à La Hague, au Tricastin, parce que comme je vous l'ai dit, dès qu'il y a de la chimie, il y a des tuyaux, les pompes, c'est un élément très important, les machines tournantes, donc on regarde ça. Donc ça, c'est un cas. Alors là, je dirais, on monte graduellement au niveau, donc ça, je ne sais pas s'il y a la personne d'Optimistic qui est encore dans la salle, mais ça, c'est un slide qu'ils ont fait sur une présentation que je trouvais très bien, qu'on en a parlé ce matin, qui était contextualiser la donnée parce que souvent on sous-estime cet aspect-là. C'est la donnée, bon là on la collecte, on a encore une fois les données qu'on collecte, elles ont été faites pour piloter les lignes de production, pas notamment pour la maintenance, pas pour toutes ces techniques qui n'existaient pas à l'époque, et donc souvent on va aller agréger des données de sources différentes. Et il va falloir alors déjà il faut les nettoyer parce que garbage in, garbage out, si vous n'avez pas de bonnes données, de toute façon on n'arrivera pas. L'IA, c'est pas magique, c'est pas quelque chose qui va vous résoudre tous vos problèmes d'un coup de baguette magique. Il faut quand même, il faut savoir ce qu'on cherche, il faut savoir parce que là on a de nouveaux types d'approche, on va faire apprendre un modèle par rapport à données, par rapport à une sortie qu'on va regarder. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même maîtriser son sujet. Donc, il faut contextualiser la donnée. Et puis, par exemple, nous, on a des fois des procédés un petit peu complexes où on va regarder les données de production générale. On va regarder aussi des fois des paramètres environnementiques aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que la température, est-ce que le fait que l'humidité dans l'atelier, est-ce que ça a eu un impact. Donc, il faut pouvoir recontextualiser ça. Donc, vous avez vos données brutes et après, vous allez essayer de produire un modèle. Donc, il va être une image de ce que vous voulez regarder. Donc ça, je vous donne des exemples. Et puis après, la difficulté de ces modèles apprentissage, c'est comment les expliquer ce que vous faites, quels sont les paramètres d'influence, quelles sont les matrices de confiance, et puis aussi quelle est la robustesse. Parce que vous l'avez appris à un moment donné avec des données, mais ça va continuer. Et ça, c'est aussi une difficulté pour le déploiement de ces technologies-là. C'est comment, une fois qu'il est déployé, comment je peux maintenir ces enrichissements et les déployer de manière assez fluide. Donc, alors, quelques exemples. Alors ça, c'est un exemple qui est assez compliqué. Alors là, je peux pas vous donner tout le procédé et tout, mais je vous ai mis je vais vous partager un petit peu comment on a travaillé. Ça, c'est un des gros sujets sur lequel on a travaillé. C'était sur les usines de La Hague. Donc, vous avez des solutions que vous allez calciner et après, vous allez les couler dans des fûts de verre. Donc, vous avez donc c'est la technologie sur laquelle est basée La Hague pour faire les déchets à forte de la chimie mineure, ce qu'on appelle, et les stocker. Et après, ça ira à Cigéo, Salandra. C'est des containers qui font 400 kilos. Donc, l'idée, c'était de dire, là, il y a des paramètres. Quand vous faites un procédé, vous vous donnez des marges. Et puis, c'est vrai que ces marges, elles sont confortables pour faire votre produit, mais si vous l'optimisez, c'est comment essayer de réduire ces marges. Et aussi, sur des paramètres comme ça, ce qui est difficile aussi, c'est qu'il faut savoir adapter la réaction par rapport au contexte, à l'environnement.
Et donc là, par exemple, l'historique qu'on a pris, il est sur 5000 coulées. Il y a plus de 200 paramètres qui sont échantillonnés tous les 90 secondes. Donc ça, c'est pour donner un peu la volumétrie. Et si vous voulez, sur une chaîne comme ça qui paraît toute simple quand on la dessine, il y a une cinquantaine de paramètres. Donc, les calcinateurs, vous avez les vitesses de rotation, le ratio puissance-débit, vous avez des pots de fusion. Donc, quelle a été la durée de la matière dans le pot de fusion, la température, les agitateurs. Donc, tous ces systèmes-là, donc il faut essayer de le modéliser, il faut prendre les modèles. Et puis, ce qui vous intéresse, c'est après, moi j'ai ma coulée, je sais que j'ai une zone, je veux, parce que dans ce système-là, on doit respecter un vide dans le conteneur, mais je peux mettre 400, 395, 410, et c'est vrai que d'un point de vue rendement et d'un point de vue il faut essayer de mettre le plus possible, parce que après, si vous faites tant de conteneurs de plus dans l'année, c'est tant d'argent ou de millions d'euros gagnés à la fin de l'année. Nous, par exemple, sur la Hague, c'est 1000 tonnes, c'est la cible de traiter 1000 tonnes de combustible. Donc, c'est important. Il faut savoir que donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a regardé un petit peu les différentes approches. Donc, ça, on a fait ça avec un partenaire qui s'appelle ProABS, avec qui on a travaillé. Et donc, lui, il a fait des modèles, je dirais assez classiques, d'arbres de décision, du clustering. Il a essayé de regarder quelles étaient les approches, les modèles qu'on pouvait tester en fonction, en disant voilà, telle coulée, tel paramètre, voilà ce qu'on a obtenu. Donc, a fallu d'abord trouver quels étaient les paramètres d'influence. Une fois qu'on avait ces paramètres d'influence et quelle était leur variabilité, après, avec les différents paramètres, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui était impactant, parce que ce qu'on voulait, c'est fournir à l'exploitant un moyen de réagir au plus tôt pour améliorer les coulées qui sont en cours de route. Et donc, quelles étaient les phases critiques? Par exemple, il y a des phases de démarrage, il y a des phases de fin de coulée, il y a toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir identifier et donner des moyens, par exemple, de profil de température à la fin, de dire, voilà, parce que sur des procédés comme ça, il n'y a pas tant de paramètres en direct qu'on peut agir, on peut régler plein de choses, mais pour l'instantané, c'est pas toujours facile le temps réel. Donc, on a développé des modèles avec notre partenaire, on les teste. Alors, on fait des plans de test aussi. Donc, ça, c'est important aussi quand vous faites des modèles supervisés et d'apprentissage. Ça veut dire qu'après, il faut faire des campagnes de test pour valider la robustesse de votre modèle. Alors, c'est des choses qui sont pas toujours simple à mettre en place. Si vous avez une maquette, vous avez quelque chose pour générer ça en dehors du site de production, c'est facile. Et là, on travaille avec le site de production. Donc, si vous voulez, c'est des choses qu'on voit avec l'exploitant, on met ça en place. Et l'idée après, c'est de dire, voilà, sur une campagne de colis, combien j'en ai gagné et combien je peux et comment mes opérateurs. Alors aussi, comme je vous l'ai dit dès le départ, le facteur humain est très important. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont exploiter vos modèles. Il faut qu'ils soient embarqués dès le départ, qu'on leur démontre la valeur ajoutée et qu'après, ils soient même moteurs. Parce que, quand je vous ai dit, quand on reconceptualise les données et tout, une chose qui est essentielle, c'est tout ce qui est l'expertise métier. Déjà, parce qu'il y a des gens qui ont déjà par intuition, par métier, ils vous donnent des choses. Et puis, c'est aussi eux qui sont capables de dire ça, c'est important, ça, c'est pas important. Parce que, encore une fois, quand vous faites de l'apprentissage supervisé, il faut avoir cette stratégie-là pour que vos modèles soient pertinents et aussi servent ce qu'attendent les gens qui pilotent la ligne. Donc ça, c'est des choses qui sont en place aujourd'hui, avec lesquelles on travaille. Il va y avoir encore une campagne de test, là, qui est un plan d'expérience qui va être fait dans peu de temps.
Donc ça, c'est des projets. Donc ça, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de savoir-faire. Il faut savoir que avant de travailler pour ABS, on avait travaillé avec d'autres partenaires qui avaient échoué. Les partenaires académiques avec qui on avait travaillé au départ, mais qui n'avaient pas réussi à comprendre le système et ce qu'attendait surtout le métier, parce qu'ils partaient sur des concepts assez compliqués. Et en fait, on est revenu avec notre partenaire qui avait une approche assez pragmatique et on arrivait à faire des choses. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est un peu emblématique chez nous, qui est assez structurant. Alors, on a aussi d'autres applications, donc ça déjà un peu plus, je dirais, digeste ou un peu plus compréhensible, mais ça c'est une autre approche qui est intéressante. Donc ça c'est une société qu'on vient faire l'acquisition qui s'appelle Inevo, qui est à Lyon, qui est un partenariat optimistique parce que ils traitent beaucoup de clients dans la chimie et ils ont un partenariat. Et eux ils ont une approche intéressante. C'est quand vous maîtrisez bien votre procédé. Vous allez utiliser les mêmes capteurs que les personnes qui font le pilotage de la ligne, et avec votre modèle, vous allez pouvoir faire des capteurs virtuels. Vous allez pouvoir, en fonction de votre expérience, dire voilà le procédé, j'ai tel et tel phénomène, je sais que tiens, si j'ai une perte de charge, je vois j'ai une dérive, ça veut dire aussi que l'élément, la pompe, je peux faire un diagnostic de ce qui peut se passer et de commencer à pouvoir générer des alarmes en disant tiens, attention, là j'ai une usure j'ai la probabilité que j'ai une usure, donc il faut avoir un historique. Donc là, il faut accès à la donnée. Et c'est pour ça que Inevo, eux, ils font que la partie algorithmie, mais par contre, il faut que chez le client, ils aient accès à la donnée. Donc, par exemple, Optimistic et leurs partenaires et leurs moyens chez le client de pouvoir accéder à toutes les données d'un procédé et de pouvoir formater les données pour pouvoir après traiter des algorithmes, utiliser le passé en disant voilà, dans telle configuration, j'ai telle configuration du procédé, tiens, ça veut dire que peut-être là, j'ai une petite dérive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que sur l'élément que je suis, il y a un problème de roulement ou il y a des problèmes de cavitation sur ma pompe? Voilà, j'ai donc et ça permet, je dirais, sans être trop intrusif dans le procédé, de dire à des gens, vous pilotez votre procédé, mais attention, on peut aussi en extraire des informations pour vous aider à aller vers la maintenance prédictive et de dire, la prochaine campagne d'intervention, vous pouvez regarder tel et tel équipement et vérifier tel et tel point. Donc, on travaille beaucoup avec cette filiale là, et là, c'est des applications en dehors du groupe, mais on est en train d'intégrer leur technologie aussi en interne pour voir, si vous voulez, comment on peut l'utiliser. Donc, on va bien sûr avoir les capteurs vibratoires, plus cette algorithmie et cette bonne connaissance du procédé pour marier tout ça. Donc ça, c'est de la diagnostic et c'est détection de dysfonctionnement. Encore une fois, ça, c'est pour avoir des alertes, faire du pré-diagnostic et permettre d'améliorer les TRS d'un équipement et la disponibilité d'une ligne de production. Alors ça, c'est d'autres applications qu'on a fait chez nous. Donc ça, c'est aussi sur une autre usine. Donc ça, c'est à Melox. Donc Melox, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai présenté. C'est que quand à la Hague, on a réextrait on a traité les informations, on extrait du plutonium et après on le réinjecte, ça s'appelle du MOX. On refait des pastilles, on va le réinjecter dans un cycle pour qu'il reparte dans une centrale et refaire un cycle de combustion. Et donc là, c'est beaucoup de traitement de poudre. Il y a beaucoup de mécanique. Donc, c'est des conditions où les gens travaillent en boîte à gants. Donc, on n'a pas accès toujours aux équipements. Les équipements sont donc confinés. Et donc, on utilise souvent la gravité pour faciliter le processus. Donc, ça, c'est des élévateurs de jarre. Donc là, c'est pareil. On a regardé le taux de défaillance et là, par exemple, le métier avait des choses assez précises. Il disait, voilà, moi, ce qui m'intéresse,
je voudrais avoir un taux de panne sur les 3 semaines, parce que je sais que les choses sur le plus long terme, ça, je pourrais le gérer. Mais par contre, cette zone-là, des fois, il y a des choses qui arrivent, qui sont un peu critiques, et ça me bouscule pas mal au niveau de ma production. Donc là, on a fait la même chose que ce qu'on a fait sur l'exemple précédent. On a pris les données, on a regardé, Désolé, on a pris 10 pardon, ans, parce qu'on avait... je vous coupe 30 secondes. Oui. On a encore quelques minutes pour finir la session, pour avoir quelques questions à la fin. Ah oui. Désolé de vous couper. Je sais pas, j'ai commencé à 10, on m'avait dit que j'avais 1 heure, non? 45 minutes. Ah, j'avais cru 1 heure. Alors là, je suis désolé. Donc, on va passer. Donc, je vous ai mis d'autres exemples. Alors, peut-être, on va parler avec, je suis désolé, avec Yann sur les projets qu'on fait en traitement d'image. Donc, je ne sais pas si Yann est dans la salle, s'il veut parler de ce qu'on fait sur les traitements d'image. Voilà, Yann, tu peux présenter. Oui, bonjour. Excusez-moi, moi, j'avais dit 1 heure. Bon, OK. Yann Gavé-Mine Saint-Étienne. Si tu peux revenir sur la slide d'avant. Ouais, la slide d'avant, donc l'idée, c'était la colorimétrie, vous m'avez dit, ouais. C'était de faire la colorimétrie sur des grains, donc de l'analyse de teneur UF4. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a d'abord travaillé sur des images de laboratoire, donc qui sont parfaites. C'est un peu ce qu'on voit en haut à gauche. Et on est passé dans un espace de couleurs pour analyser la distribution des couleurs, donc dans un espace de teinte. Et donc chaque image avec des teneurs spécifiques en UF4 a donné lieu à l'analyse d'un histogramme, une répartition des couleurs. Et quand on analyse donc moyenne, écart type, mais après les moments d'ordre 3 et 4, Skounès, Kurtosis, on était capable de faire la différence entre les différents teneurs du F4 sur chaque grain. Donc ça a marché très bien au niveau du laboratoire, mais quand on est passé en production, on s'est retrouvé avec des difficultés liées à l'acquisition. On est en sortie de four, donc quand vous imaginez un énorme tas de gravier qui arrive, donc ça projette des poussières, ça perturbe l'analyse, ça fait bouger la caméra, donc d'une semaine à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes positions sur la caméra, l'éclairage varie. Parfois, il y a des gens qui sont obligés de rentrer dans le four pour déplacer certains éléments, donc la caméra, on la retrouve dans d'autres positions. Et donc, on a des variabilités dans les analyses et d'autres difficultés se posent et on n'a pas du tout les mêmes éclairages. Et en plus, donc après, on s'amuse à faire de l'apprentissage. Je ne parle même pas de deep learning, mais l'apprentissage sur des données qui sont un peu biaisées, puisque par définition, le procédé est déjà un petit peu optimisé. Et donc, puisqu'il est optimisé, derrière, on n'a pas tous les cas de figure. Et donc, quand on veut détecter finalement des événements rares, parce que là, on tourne autour de 95% sur la teneur en UF4, on veut finalement détecter les choses un peu aberrantes qui peuvent arriver relativement peu fréquemment. Et donc, on n'a pas beaucoup de données, donc on apprend peu. Et donc, finalement, si on répond 95% à tous les coups, on est plutôt bon en moyenne. Et donc, ça devient difficile. On utilise des algorithmes YOLO standards de traitement d'image avec la délabellisation pour regarder sur ce granulat qui doit avoir un facteur de qualité important parce qu'après, il a des conséquences sur l'usine d'après. Voilà. Voilà, et donc la slide d'après, c'est le poster que je présente. Là, on est dans l'usine de recyclage de Lagues et on a 2 configurations d'ateliers. Donc on voit les images sur la gauche. Alors il y a des images qui sont plutôt jolies et d'autres qui sont vraiment moches. Donc ça, c'est lié à l'environnement plutôt irradiant de cette usine. Je vous laisse imaginer la durée de vie des caméras. C'est de l'ordre de quoi? De 1 mois. Et donc l'idée, c'est d'essayer de découper les coques pour pouvoir isoler les coques qui sont un peu trop longues parce qu'elles contiennent du combustible qui doit être retraité. Et donc si elles sont trop longues, on a du mal à faire le recyclage. Et donc elles doivent être réinjectées dans la partie recyclage. Donc on a fait, là par contre on est allé sur des méthodes de deep learning avec les modèles YOLO, et on a fait de l'apprentissage sur des données réelles qui sont étiquetées manuellement et sur des données simulées. Et donc c'est ce qu'on voit à ce niveau-là. Donc ça c'est la simulation
en 3 dimensions. Et donc, on a appris en parallèle sur ces 2 types de données. Et là, on est en train de monter un prototype logiciel pour vérifier la faisabilité. Et puis, on envisage aussi des techniques, alors c'est un peu anecdotique, mais de super résolution pour pouvoir aider l'opérateur à mieux visualiser les informations à l'écran. Et puis aussi un système d'évaluation automatique de la dégradation des images pour pouvoir anticiper, par exemple, le changement des caméras, même si c'est quelque chose qui est observé en permanence. Donc on sait très bien quand est-ce qu'il va falloir les changer, mais voilà, ça permet de quantifier la dégradation et donc d'afficher une sorte de critère de confiance sur les résultats qu'on peut obtenir. Voilà, oui, parce que là, il va y avoir un plan de test aussi, parce que suivant les différentes coques, soit elles sont écrasées, soit elles sont tuilées, on va faire des plans de test avec toutes les configurations possibles pour après que l'algorithme que vous allez mettre en place ou qu'on va mettre en place soit robuste et réponde à peu près à 100% des besoins, quoi. Et donc, on travaille avec un autre partenaire qui est Silean, qui va mettre en place le tri automatique, qui va nous aider à faire les maquettes et après, si on peut les trier automatiquement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est dans un cadre de coopération qui est financé par la BPI, qui est un projet qu'on a lancé. Et donc, quand on a lancé le projet, on a travaillé avec des académiques et vous en faites partie parce que vous êtes des écoles ou des laboratoires avec qui on travaille depuis longtemps sur des difficultés, sur des projets complexes ou des applications complexes. Et donc, ce projet-là, il est financé par la BPI. C'est des projets qui vont durer sur 3 ans. Parfait. Mais merci beaucoup pour votre intervention. On est un petit peu en retard. On aura peut-être le temps pour une question, le temps que nos prochains intervenants préparent les présentations. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, pour votre présentation et pour votre présence même en distanciel. Super, merci beaucoup.